Bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter de l'assistance publique et de l'enfant abandonné, en accord avec Madame Carole Lejuez, qui traitera de l'illégitimité sous l'Ancien Régime. Seul sera abordé dans cette conférence les enfants abandonnés de la Révolution à aujourd'hui. Passant des enfants de la patrie aux enfants de l'assistance publique, la réception et le suivi des enfants, la naissance de l'assistance publique et la particularité de la naissance sous X, je terminerai en esquissant un tableau le plus exhaustif possible des sources et donnerai quelques pistes de recherche. La réception des enfants et les formules d'abandon. Avec la Révolution, la réception des enfants abandonnés passa des mains de l'Église aux mains de l'État. Sous l'Ancien Régime, on avait installé des tours afin de réceptionner les enfants en toute sécurité et sous le secret de l'anonymat, puisque la personne qui réceptionnait l'enfant ne pouvait voir et avoir de contact avec l'abandonnant. Napoléon le généralisa puisqu'il le rendit obligatoire dans les hôpitaux de presque tous les chefs-lieux d'arrondissement. C'est à cette époque que les enfants abandonnés prirent le nom d'enfants de la nation ou enfants de la patrie. Cette généralisation a entraîné une poussée des abandons. Aussi très vite, afin d'inverser le phénomène, l'administration décida de fermer les tours. Leur fermeture ne fut pas immédiate partout et elle s'étala sur plusieurs décennies. À partir de 1820, l'abandon définitif d'un enfant fut précédé d'une période transitoire pendant laquelle il était mis en dépôt. Cette période de mise en dépôt fut rendue obligatoire en 1845. Elle fut instituée pour permettre aux parents de l'enfant de revenir sur leur décision d'abandon. Dès 1852, on organisa un dépôt dit à bureau ouvert. Cette nouvelle formule consistait à mettre en rapport l'abandonnant et la personne qui recevait l'enfant. Cette dernière remplissait alors un questionnaire de 4 pages, selon les dires du déposant, voire de la mère supposée. Celle-ci était censée donner son identité. Il arrive que les réponses apportées ne soient pas vérifiables. Le dépôt dit à bureau ouvert n'empêche en rien de donner de fausses informations. L'administration institua à nouveau le dépôt secret en 1887 et les deux formules dépôt secret et dépôt ouvert ont coexisté de 1887 à 1904. Le dossier. Quelle que soit la période, la prise en charge de l'enfant n'intervient réellement qu'après avoir rempli certaines démarches administratives. Celles-ci aboutissent à la création d'un dossier. Ce dossier, lorsqu'il existe encore, renseigne sur la vie de l'enfant jusqu'à sa majorité. Dépôt, placement en nourrice à la campagne, scolarité, mise en apprentissage, recrutement pour les garçons, autorisation de se marier, etc. Pour accéder à ce dossier, il faut avoir connaissance du numéro d'immatriculation de l'enfant. L'immatriculation de l'enfant n'intervient qu'après le délai de mise au dépôt. On attribue à l'enfant un numéro du dépôt qui est un numéro provisoire. Puis au terme de la période de dépôt, l'enfant est immatriculé et ce numéro devient définitif. Après la réception de l'enfant, puis plus tard la période de dépôt et son immatriculation, l'enfant recueilli se voit placé, c'est-à-dire confié contre dédommagement à une famille nourricière. Certains abus furent constatés. En effet, des parents prirent l'habitude d'abandonner leurs enfants pour les accueillir ensuite comme parents nourriciers. L'administration prit alors 2 mesures lourdes de conséquences. De 1819 à 1831, l'Hospice de Paris a attribué systématiquement un surnom à chaque enfant admis. Par exemple, Gosset dit de Branise ou Valtelnier dit de Gorge, le surnom devenant le patronyme de l'enfant. Puis on décida aussi d'envoyer ces enfants à plus de 150 km de leur lieu d'abandon, instituant le déplacement systématique d'un département à un autre. Ces 2 mesures pour garder secret le lieu de placement des enfants et ainsi que jamais enfants et parents ne puissent se retrouver. Déplacement et placement des enfants. Les enfants furent donc envoyés par terre et par eau, puis par train, presque toujours à la campagne. Le placement intervenait très rapidement après l'abandon, sans tenir compte, semble-t-il, de la période de dépôt, puisque les enfants partaient, pour la plupart âgés de quelques jours. Sur les 143 enfants en partance pour Montreuil-sur-Mer, en 1868, 8 sont âgés de 1 jour. Les enfants partaient généralement par contingent entier, pour une ville qui changeait d'un jour à l'autre, voyage qui pouvait les conduire à travers quasiment tout le pays.
Les enfants abandonnés de Paris partirent entre autres pour l'Allier, le Jura, le Nord, l'Orne, les Pyrénées-Atlantiques, le Tarn-et-Garonne et l'Yonne. Certains étaient envoyés plus près de Paris, en Seine-et-Marne ou dans les Yvelines. Ils étaient alors inscrits dans un registre de départ précisant leur destination et confiés à un meneur, c'est-à-dire un homme qui se chargeait de transporter les enfants. Les enfants trop fragiles mouraient souvent en chemin ou quelques heures ou quelques jours après leur placement. C'est ainsi que dans le fonds des enfants assistés du Pas-de-Calais, on relève l'enfant Lecomte Louis, qui est un enfant de l'hospice de Paris, né le 6 septembre 1859, confié à sa nourrice le 19 septembre 1859 et décédé le lendemain 20 septembre 1859. Confié le 19, décédé le 20, le nourrisson arrivait souvent malade et le registre paroissiaux et d'état civil sont pleins de ces décès d'enfants de l'hospice. Grâce à ces registres de départ, les destinations des enfants assistés sont connues et il est ainsi facile de reprendre la recherche soit en archives départementales, soit en archives communales. Les enfants assistés de Paris étaient pour la majorité d'entre eux nés à Paris. Ils pouvaient toutefois être nés près de Paris ou en province. Sur les 143 enfants à destination de Montreuil-sur-Mer en 1868, un est né à Lille, dans le Nord, et un est né à Seignelay, dans l'Yonne. Lorsque l'enfant arrivait à destination, il était encore enregistré et remis à sa famille d'accueil. Chaque famille ne pouvait se voir confier plus d'un enfant à la fois. Mais on a vu que le nombre d'enfants abandonnés augmentait sans cesse et les ressources des administrations hospitalières diminuaient. Il arrivait certaines années que les caisses soient vides. L'administration proposait alors aux familles d'accueil une adoption qui consistait en fait à ce que l'enfant ne soit plus à la charge de l'administration. Cette adoption impliquait que la famille ne touchât plus d'aide pour l'enfant en question, mais en échange, l'enfant devait travailler pour celle-ci jusqu'à sa majorité sans salaire. L'enfant ne comptait plus au nombre des enfants assistés et la famille pouvait ainsi se charger d'un nouvel enfant des hospices et être dédommagée pour ce dernier. Les archives des enfants assistés. Les déclarations de grossesse depuis 1556 et le fonds des enfants assistés de Paris depuis 1640 sont plus qu'utiles à la recherche sur un enfant abandonné sous l'Ancien Régime. À partir de la Révolution, on peut trouver encore quelques déclarations de grossesse et le fonds des enfants assistés de Paris va jusqu'en 1919. L'administration a tenu des répertoires, des registres et établi des dossiers plus ou moins renseignés. Pour Paris, il existe des répertoires chronologiques alphabétiques, voire semi-alphabétiques numérisés et consultables en salle de lecture et en ligne. Des registres chronologiques des admissions à consulter sous leur forme originale à une place de lecteur. Des dossiers individuels à étudier sous la surveillance du président de salle après contrôle de son contenu. Les répertoires alphabétiques renseignent sur la date de la réception de l'enfant et le numéro d'immatriculation. Ces éléments de départ sont essentiels pour la poursuite de la recherche. Attention, l'enfant peut avoir été abandonné à sa naissance, quelques jours après sa naissance, voire même âgé de plusieurs mois ou années. Les registres d'entrée sont dressés chronologiquement. Les enfants y sont donc inscrits par ordre d'arrivée. C'est cet ordre d'arrivée qui détermine le numéro d'immatriculation des enfants. Pour chaque enfant, le registre résume tous les éléments constitutifs de son dossier. Nom et prénom, date de réception, numéro de matricule, âge estimé de l'enfant au moment de son abandon ou date de naissance, sa provenance, un descriptif de l'enfant, des vêtements, des éventuels papiers trouvés sur l'enfant, la date de son départ à la campagne, le nom et l'adresse de la nourrice auquel il a été confié, éventuellement la date du décès de l'enfant. Les dossiers individuels de 1640 à 1799 renferment le procès-verbal du commissaire du Châtelet de Paris, voire un acte de baptême. De 1800 à 1851, le dossier n'est guère plus riche, même si parfois on peut y trouver l'acte de naissance, voire une lettre de la mère. À partir de 1852, le dossier est composé d'un bulletin de renseignement qui est rempli suite au questionnement de l'auteur de l'abandon et des pièces relatives au suivi de l'enfant jusqu'à sa majorité. Jusqu'en 1861, l'immatriculation d'un enfant commençait en début d'année avec le chiffre 1. Par exemple, l'année 1775
va du matricule 1 au matricule 6605. L'année 1776 va du matricule 1 au matricule 6419. À partir de 1862, la numérotation est suivie, c'est-à-dire que l'année 1862 va du matricule 4 au matricule 3638 et l'année 1863 commence au matricule 3640 et ainsi de suite, ce qui implique de connaître avant 1862 l'année du dépôt de l'enfant. La collection compte aussi quelques registres spécifiques comme les répertoires chronologiques puis semi-alphabétiques des dépôts à partir de 1820 qui attribuent à l'enfant déposé un numéro de dépôt qui n'est pas son matricule. Des registres de sortie lorsque l'enfant est repris par sa famille, des registres de réintégration, c'est-à-dire lorsque la période de dépôt est passée ou bien encore lorsque l'enfant revient de la nourrice, qui est en général à la campagne au dépôt parisien. Des registres de décès qui renferment les enfants morts à l'hospice, des registres de placement ou d'envoi à la campagne, des états nominatifs classés par département de destination comme l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, la Nièvre et la Sarthe. Il existe des cartons où on peut trouver tous les contrats d'apprentissage. Il existe aussi des registres où est consignée la délivrance des certificats d'origine. Qu'est-ce que le certificat d'origine ? Il tenait lieu d'acte de naissance. Il était généralement demandé quelques mois avant le mariage du pupille. L'administration a gardé la trace de sa délivrance dans des registres particuliers. La recherche à l'intérieur du registre s'effectue au nom puis à la date. La recherche peut être menée en province. Des agences étaient installées dans tous les départements. Les dossiers locaux peuvent compléter les dossiers parisiens. La fermeture de certaines agences a entraîné un regroupement des archives dans certains bureaux, voire une centralisation des archives à Paris. Il est nécessaire de se renseigner au cas par cas pour connaître leur lieu de conservation, car chaque département pouvait compter plusieurs circonscriptions de placement. La recherche peut être complétée au travers des archives hospitalières qui pourront peut-être permettre d'identifier la mère d'un enfant, voire ses parents. La recherche peut être complétée au travers des archives hospitalières qui pourront peut-être permettre d'identifier la mère d'un enfant, voire ses parents. À moins de compter encore au nombre des archives de l'hôpital, les archives hospitalières sont en général été versées aux archives départementales, à l'exception des hôpitaux de Paris, qui constituent à elles seules le fonds de l'AP-HP. Les archives de l'AP-HP, plus précisément des hôpitaux parisiens, couvrent la période du XIIe siècle au XXe siècle. Elles étaient anciennement 7 rue des Minimes dans le 3e arrondissement. Elles sont aujourd'hui dans l'enceinte de l'hôpital Bicêtre, au Crémin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Ainsi, les administrés des maternités peuvent être suivis au travers des répertoires d'entrée des femmes en couche, des registres des naissances, voire des registres des femmes enceintes et en couche envoyés au domicile des sages-femmes, agréées de ville, et des registres des décès des femmes en couche. Les répertoires d'entrée à la maternité peuvent permettre d'identifier la mère, car à l'instar des registres d'accouchement, la date et l'heure de l'accouchement y sont mentionnées, ainsi que le nom de la salle. Il est nécessaire alors de comparer les registres d'entrée, voire les registres d'accouchement, avec le registre des naissances, qui renseigne sur la date et l'heure de la naissance. Ainsi, lorsque le nom de la mère ne figure pas sur l'acte de naissance établi par le service de l'état civil, il est peut-être possible, en comparant les dates et les heures d'accouchement et de naissance, de faire des rapprochements évidents. Les répertoires des femmes envoyées au domicile des sages-femmes agréées permettent aussi de faire des rapprochements entre les femmes ayant accouché au domicile de la sage-femme et les enfants dont la naissance a été enregistrée à la même adresse. Les registres des décès peuvent révéler le décès de la mère survenu après avoir accouché, laissant ainsi un petit orphelin. Ces archives hospitalières peuvent être une clé pour identifier une mère lors d'un accouchement sous le secret ou sous X, même si depuis 1904, aucune pièce d'identité n'est demandée et aucune enquête n'est effectuée. Les archives de l'assistance publique. C'est en 1849 que tous les hôpitaux reçurent l'appellation générale d'assistance publique ou AP. On y a versé alors les archives des hôpitaux, des enfants trouvés,
de la mendicité et des ateliers de secours. La loi du 27 juin 1904 a donné à l'assistance publique son organisation actuelle. Par cette même loi, les tours furent définitivement supprimés. Les enfants furent admis sans formalité ni enquête, sans autre témoin que la personne préposée à l'administration. La période de dépôt, rappelant que la mère avait un mois pour revenir sur sa décision, fut confirmée. Aujourd'hui, ce délai est de 3 mois. De 1956 à 2010, elle a changé plusieurs fois d'appellation. Depuis 2010, il faut s'adresser au service de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Le service de l'assistance publique a géré aussi les agences provinciales et les centres nourriciers. Les registres d'admission et les dossiers individuels d'enfants trouvés et abandonnés, pour certains commencés au XVIIe siècle et autrefois conservés dans les hôpitaux, sont consultables aujourd'hui aux archives départementales en série X ou aux archives municipales en série Q. La série X des archives départementales intitulée Assistance et prévoyance, qui est constituée de documents provenant des préfectures et des services départementaux d'assistance. Les versements effectués depuis 1966 sont en série dite continue, en série W des archives départementales. L'assistance sociale était appliquée aux femmes en couche, aux enfants trouvés, abandonnés ou moralement abandonnés. On y trouve des registres matricules, des tutelles, des placements, des états nominatifs et des dossiers individuels. Conjointement, il est utile d'étudier les documents conservés aux archives communales en série Q, qui s'appelle aussi Assistance et prévoyance. Pour la période révolutionnaire, il ne faut pas négliger la série L des archives départementales. La question qu'on me pose souvent, c'est comment accéder à un dossier. L'accès d'un pupille à son propre dossier est garanti par l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, si l'un des parents a exprimé la volonté de préserver le secret, le délai de communication est imprescriptible. La loi Mattei en 1996 module l'accès en fixant le droit d'accès à son propre dossier à 6 ans à compter de sa clôture. Et la clôture intervenant en général lorsque le pupille est majeur, tout en conservant des délais un peu plus longs dans certains cas. La communicabilité d'un dossier peut être ouverte aux descendants d'un pupille dans le seul cas où celui-ci est lui-même décédé. Pour cela, il faut aux descendants fournir tout document d'état civil prouvant la filiation, les actes de naissance, de mariage et de décès. Le dossier est à demander au service d'aide sociale à l'enfance ou ASE. Pour Paris, il faut adresser sa demande au 76-78 rue de Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris, qui renverra parfois vers l'organisme en province, encore détenteur du dossier. Mais la fermeture progressive des agences provinciales implique le rapatriement soit aux archives départementales concernées, soit aux archives de Paris, boulevard Sérurier, dans le 19e arrondissement de Paris. En cas de refus ou d'absence de réponse, il est possible de saisir par lettre recommandée avec AR la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, au 66 rue de Bellechasse, dans le 17e arrondissement de Paris. Vous avez aussi la possibilité d'interpeller le CNAOP, ou Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, au 8 avenue de Ségur, Paris 8e. Peut-on écrire l'histoire d'un enfant abandonné ? L'abandon, le dépôt, le placement à la campagne de l'enfant sont 3 moments essentiels que l'on peut retrouver grâce au registre d'abandon, de dépôt et de placement. Entre l'abandon et le mariage de l'enfant, voire la mort s'il décède célibataire, il est difficile d'écrire l'histoire de cet enfant jusqu'à sa majorité. Certains fonds d'archives peuvent aider à contourner cette difficulté, la période concernée, la conservation des archives de l'assistance, la qualité des fonds documentaires sont autant de facteurs pour aboutir ou non. Bien sûr, il y a le dossier portant le numéro attribué à l'enfant au moment de son dépôt. Le contenu de ce dossier est variable. Il peut ne rien révéler de plus que ce que vous savez déjà, mais il peut aussi être plein de surprises. Une note au crayon mise peut renvoyer à un autre dossier, un frère, une sœur. Un mot raturé peut vous mettre sur une piste. La signature de la mère supposée peut vous ouvrir la recherche.
L'éventuel dossier comprend presque toujours un bulletin de naissance, voire un acte de reconnaissance, qui est toujours plus complet que l'acte de naissance initial. En effet, lors de la reconnaissance, la mère donne en général sa vraie identité et précise sa date et son lieu de naissance. Le dossier peut révéler des éléments familiaux, comme lorsqu'il renferme des correspondances, comme par exemple un courrier écrit de la main de la mère où elle explique qu'elle a élevé plusieurs enfants, une fille âgée de 13 ans et demi, avec laquelle elle demeure, un garçon et une fille, tous deux mariés, et qu'elle demande des nouvelles de 2 garçons, l'un âgé de 20 ans, l'autre de 22 ans, et tous deux les élèves de l'assistance publique. Le dossier peut aussi renseigner sur l'enfant lui-même, lorsque la mère prend des nouvelles tous les mois, et qu'au travers des réponses de l'administration, l'on apprend que l'un des fils est jardinier à l'école professionnelle d'horticulture, le nôtre, à Villepreux, ou bien que l'ancien pupille a été blessé de 4 éclats d'obus et qu'il est en traitement à Quillan, dans l'Aude, et que suite à ses blessures, il a été décoré de la Croix de guerre, ou bien encore on annonce la mort glorieuse de l'ancien pupille qui a participé à la plupart des grands combats sur tout le front. L'enfant jusqu'à ses 12 ans. Les instructions concernant l'administration et la comptabilité des hospices, des bureaux de bienfaisance et des enfants trouvés éclairent tout particulièrement sur les nourrices et les placements des enfants à la campagne, les layettes et les vêtures, les pensions et indemnités diverses, la mise en apprentissage et les revues des enfants. On y apprend que les nouveau-nés doivent être baptisés avant leur départ pour la campagne pour être remis à des nourrices. Dès 1823, il est prescrit de les faire vacciner et les nourrices doivent justifier d'un certificat pour pouvoir être payées du premier trimestre. 2 fois l'an, chaque enfant est visité par un commissaire spécial, soit un médecin ou un chirurgien, qui rédige un tableau de la revue certifié et transmis au sous-préfet. Des maltraitances sont parfois mises en évidence et l'enfant retourne à l'hospice pour un nouveau placement que l'on espère plus heureux. Pour subvenir à l'entretien de l'enfant, il est remis à chaque nourrice une layette, puis une vêture d'année en année jusqu'à l'âge de 6 ans accompli. Les enfants doivent en effet rester en nourrice jusqu'à l'âge de 6 ans. Tous les enfants sont ensuite mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans, mais les nourrices peuvent les conserver jusqu'à l'âge de 12 ans, à la charge de les nourrir et de les entretenir, de les envoyer aux écoles primaires pour y recevoir l'instruction morale et religieuse. Mais certains enfants, à partir de 12 ans, sont mis en apprentissage. Les garçons chez les laboureurs ou des artisans, les filles chez des ménagères, des couturières ou des ouvrières, ou dans des fabriques ou manufactures. Avec l'approbation des préfets, les enfants peuvent être engagés sur des vaisseaux de commerce ou de l'État. Les contrats d'apprentissage doivent garantir au maître les services gratuits de l'apprenti jusqu'à un âge qui ne peut excéder 25 ans en échange de la nourriture, de l'entretien et du logement. Une fois majeur ou émancipé, l'enfant abandonné reçoit les comptes de pupille, c'est-à-dire un peu d'argent pour débuter sa nouvelle vie. Un garçon peut aussi avoir demandé le consentement de l'administration pour contracter un engagement dans l'armée. Les filles et les garçons peuvent être émancipés pour contracter mariage. Pour prouver son identité, l'enfant abandonné, adulte, va fournir des certificats d'origine délivrés par l'assistance publique. Précédemment, nous avons vu que la délivrance de ces certificats est consignée dans des registres particuliers. Le recrutement militaire des enfants abandonnés. Les garçons, ou ceux dits adoptés, sont recensés l'année de leurs 20 ans, non à leur domicile, c'est-à-dire au domicile des parents nourriciers, mais au bureau dont dépendait le lieu de leur dépôt. Les enfants abandonnés sont portés sur les tableaux de recrutement militaire de la ville, où est situé l'établissement hospitalier qui les a recueillis. Un échange de courrier peut exister entre la sous-préfecture et les mairies des communes pour établir le lieu de résidence des uns et des autres. Un état nominatif des élèves des hospices par ville peut se trouver en série R des archives départementales. Et puis, si vous êtes en possession du livret de suivi de l'enfant, vous y relèverez les certificats de placement, les certificats de contre-visite médicale, les changements de placement de ses 1 jour à ses 13 ans. Vous y découvrirez le procès verbal de rupture de collier, suivi du signalement de l'élève, l'état des fonds placés à la caisse d'épargne pour le compte de l'élève. Lorsque l'on fait une recherche sur un enfant abandonné, il est parfois possible de découvrir une fratrie.
Recherchant à localiser un enfant dans les registres de dépôt, où on relève parfois plusieurs enfants portant le même patronyme, voire un nom très proche, et ce sur une dizaine d'années, on peut se poser les questions. Y a-t-il concordance entre les patronymes? Ces enfants sont-ils issus de la même mère? Pour une vérification efficace, il faut étudier pour chacun d'entre eux inscription, dossier et suivi. Après un petit opuscule paru chez Brocéliande en 2001 sous le titre « Guide des recherches sur les enfants naturels et abandonnés », j'ai enrichi de mon expérience et de ma pratique archivistique les différentes éditions sur le sujet, en premier lieu aux éditions Autrement et actuellement chez Archives et Culture. La recherche généalogique qui débute ou aboutit à la naissance d'un enfant abandonné peut être couronnée de succès. Le géologiste doit étudier minutieusement chaque document, décortiquer chaque phrase, ne pas écarter le moindre détail, penser à des scénarios, avoir du flair et faire preuve d'une certaine lucidité. Car envisager la possibilité qu'une mère ait pu abandonner plusieurs enfants, s'intéresser au recrutement des élèves des hospices, dissocier le vrai du faux, c'est multiplier les sources et augmenter les chances de réussir. Le sujet est vaste, chaque trajet d'un enfant abandonné lui est particulier. Ce court exposé est général. Aussi, n'hésitez pas à poser vos questions afin que je puisse vous orienter au mieux. Merci de votre attention.